Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet espace dédié à l'histoire de notre pays durant la colonisation française, mais également celle du mouvement national et de la révolution de novembre 1954. Les femmes algériennes ont joué un rôle crucial dans la lutte et le combat pour la liberté et l'indépendance de notre pays. Courageuses, combattantes et dévouées malgré les dangers et les difficultés, elles vont faire face à la sauvagerie de la répression coloniale, à son système et à son armée qui emprisonnait, qui torturait, qui violait, qui assassinait. Les histoires de ces femmes sont marquantes, touchantes et émouvantes. Beaucoup d'entre elles ont perdu la vie, d'autres ont survécu à l'arbitraire et à l'injustice. Elles ont survécu à ces geôles, à ces prisons, à ces centres de torture. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces femmes exceptionnelles, elles qui ont contribué à façonner l'histoire de notre pays, qui continuent aujourd'hui même à nous inspirer. Bienvenue encore une fois à vous dans l'émission Le Déshonneur. Marhaba. Et bien sûr, comme chaque vendredi soir, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Fatem Zahra Boumbrahim. Vous êtes avocate et chercheur en droit de l'histoire. Bienvenue à vous. Merci. Ce soir, il y a beaucoup d'émotions, Maître Fatem Zahra Boumbrahim, car on a l'immense honneur, le plaisir et le privilège de recevoir la grande Moudjahida Jamila Boubacha. C'est un moment de télévision, comme on dit, c'est vraiment quelque chose d'honorable d'être parmi vous dans ce studio du 21 boulevard des Martyrs. Ça nous touche et nous vous remercions d'avoir fait le déplacement justement à la télévision algérienne pour cette émission dédiée au combat des femmes algériennes durant la Révolution, et pas que, puisque juste après l'indépendance, les femmes ont continué à contribuer bien sûr au développement du pays, à l'épanouissement de la société algérienne. Mesdames et messieurs qui nous regardez, bien évidemment, on vous propose un extrait d'un documentaire que vous connaissez certainement, mesdames, celui de Hassan Bouabdallah, qui s'intitule Barberousse, mes sœurs, là où beaucoup de vos sœurs, nos mères à nous, ont parlé, ont témoigné sur, bien sûr, la sauvagerie de la détention dans cette sinistre prison Barberousse, Serkedji, durant la colonisation française et durant cette période tellement phare et importante, celle de la Révolution de novembre 1954. On va les écouter et on revient juste après pour en parler avec vous, mesdames. Puisque Houria m'a fêté ses 20 ans en prison, on les a fêtés. Donc, il y avait les 3 petites infirmières qui avaient été arrêtées, je crois, en juillet 56. Il y avait la photo sur Paris Match à l'époque, je les avais reconnues. Et une 4e, Reine Raffini, dont le mari était dans les Aurès. Donc, elles étaient toutes les 4. C'était, si on peut dire, la première vague, mais ce n'était pas encore les premières femmes politiques. Parce que nous étions très liés, nous étions très unis, on ne faisait rien sans se consulter. Même s'il y avait un bonbon dans un dortoir où on était 20, ou alors il fallait trouver quelque chose pour le casser, le mettre en miettes, pour le partager, pour partager ce bonbon. مثلا وحده مني انا والخواتات هما هنا انا كنت نخطب يعني نطلع فوق الطابله ونخطب يعني الشجاعه وهذيك الى اخره اللي علينا. Tout le monde se rappelle ici. Moi, par exemple, je montais sur la table pour parler aux sœurs de courage. Et voilà une autre anecdote. Jamila Bouhared faisait l'imam, appelant à la prière. Nous lui disions, il est interdit à une femme de faire l'imam. Puis lisions le Coran en chœur pour pouvoir le scander au moment où les frères passaient à la guillotine. Et jusqu'à présent, c'est mes meilleurs amis, c'est mes sœurs. C'est mes sœurs. Et une sœur, c'est tout ce qu'il y a de plus cher. C'est très important parce que nous avons souffert ensemble, nous avons passé les moments les plus pénibles ensemble. Pour imaginer un petit peu la solidarité et les liens intenses qui nous tissaient. Un matin de 61, alors qu'on était de 61, alors qu'on était en prison depuis plus d'une année,
La surveillante est venue me dire « Al-Mehdaoui Zakia, ça y est, vous êtes libérée, allez courir dans les champs, c'est terminé ». En fait, je n'étais pas libérée du tout. J'étais transférée immédiatement vers le camp de Beni Messous, puis vers celui d'Ete Pichoun, et où on a exercé les pires pressions et brimades sur moi parce qu'on avait avec Zolika Benzine témoigné dans l'affaire de Djamila Boupacha la plainte pour séquestration et torture de Djamila Boupacha. Donc les commandants des deux camps successifs ont exercé toute la répression qu'ils pouvaient exercer pour m'empêcher d'aller témoigner dans cette affaire en France. Ils voulaient en fait nous faire témoigner en Algérie, nous faire dire ce qu'ils entendaient. Au moment où la sœur voulait me sortir de la cellule, je m'étais agrippée à Khalti Malika et je m'étais agrippée au barreau en lui disant non, 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 il n'y a aucune raison, nous sortons toutes ou nous restons toutes en prison. Et il a fallu que Khalti Malika m'administre de magistral gifle pour que j'accepte de sortir de cette cellule. Et je lui ai administré 2 gifles. Elle venait de profiter de la liberté provisoire. Elle ne voulait pas sortir. Elle pleurait. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as pleuré comme ça? Tu sors, toi. Tu n'as pas à pleurer. » C'était une crise. Eh bien, je lui ai donné 2 gifles. Les 2 Djemila, une fois, ont été violemment agressés, frappés, trempés avec des seaux d'eau alors qu'il faisait froid. La nuit, elles ont passé une nuit complètement trempées. Les gardiens, le directeur de la prison et des gardiens essayaient de les intimider en se présentant au quartier, dans la cour en bas du quartier des femmes qu'elles pouvaient voir de leurs fenêtres à l'heure des exécutions. C'est vrai que les femmes ont toujours eu beaucoup de courage. C'est pas excessif de le dire, c'est la pure vérité. Jamais aucune n'a eu de défaillance. Et les condamnés à mort chantant, on a tout compris que c'était le 1er novembre qui commençait. Et on a manifesté, on a donc embranché notre 1er novembre là-dessus. Mais Voilà, ce qu'on retient, madame, c'est que dans cet extrait, ce qu'on retient, c'est que ça parle de quelque chose de douloureux, oui, mais c'est marqué par des sourires. Ce sont les sourires, je pense, de la victoire, de la bonne cause, de l'espoir et de l'espérance. Elles ont toujours été courageuses, elles ont... Oui. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions parce qu'on vous replonge à la fois dans un passé douloureux, dramatique et très dur, parce que j'ai parlé tout à l'heure de cette colonisation sauvage, de ces méthodes barbares. Mais en même temps, c'est un passé glorieux pour vous. Oui, et quand on parle d'une jeune fille qui avait à peine 22 ans, qui venait à la vie et qui est dans ce rouage incroyable, là où il y a une machine judiciaire qui broyait les Algériennes et les Algériens. Tout à l'heure, Maître Fatem Zahra Boumbara va justement nous parler de cette justice française de l'arbitraire. Mais qu'est-ce que vous retenez justement de ces témoignages, de ces sœurs, de toutes ces femmes que vous avez connues? Qu'est-ce que vous retenez par rapport à cet extrait? Il y a toujours eu des arrestations dès le début de la Révolution et la femme n'a jamais reculé. Toute jeune, elle savait que les autres étaient emprisonnés, qu'elles étaient torturées, mais elles n'avaient peur de rien, elles allaient toujours de l'avant. Et elles ont vraiment été aux côtés de l'homme. Parce que au début, il faut le dire, les Français ne savaient pas que la femme pouvait participer à la Révolution. Parce que la femme, elle se voilait. Lorsqu'un facteur venait pour remettre une lettre ou un télégramme, il la mettait sous la porte, elle n'ouvrait pas la porte. Donc, ils ne s'imaginaient pas que la femme pouvait cacher des hommes étrangers chez elle, les frères qui étaient recherchés. Et donc, ils ne se sont pas rendus compte que la femme pouvait participer. Jusqu'au jour où ils ont commencé à se rendre compte que la femme, elle ne participait pas non seulement à transporter des armes ou des tracts, mais elle déposait des bombes, et ça c'était très très dangereux. Écoutez, j'ai une photo entre les mains. Je ne sais pas si notre réalisateur Bastanji peut
justement se rapprocher avec nos caméramans qui sont en face de moi, parce que dans cette photo, on vous voit aux côtés de Moudjahidine. Vous êtes très très jeune. Il y a aussi votre sœur qui est juste assise. Oui. Elle a été aussi beaucoup torturée, parce que nous avons été arrêtés plusieurs fois. Oui. Et la dernière fois, bon... oui. Mais on nous arrêtait, on nous relâchait, et là, en 1960, ça a été la bonne. C'était... il y avait trop de preuves, il y avait trop de... Donc ça, c'est... Alors, il y a Khalil. Il y a Khalil. Il y a Khalil, Allah yarhamou, c'est Khalil Boudjema. Exactement. Oui, c'est lui qui... c'était un maquisard. D'abord, il n'était pas recherché. Oui. Et puis après, il a été recherché, donc il a pris les armes, bien sûr. Oui. Et avant qu'il ne soit recherché, c'est lui qui m'a remis la bombe que j'ai déposée. Il y a Abdelhamid aussi, c'est ça? Il y a Boualem La France. C'est ça. Alors, la question... La Casbah, c'était un maquisard aussi, c'était un officier de la LN. Alors la question qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'est une question personnelle, hein, parce que j'ai envie de vous questionner sur justement cet acquis de conscience prématuré. Comment justement est venue cette envie de s'engager au sein du FLN, au sein de l'organisation FLN pour libérer le pays, alors que vous n'aviez encore une fois que 20 ans, alors que vous étiez très très jeune? Oui, j'étais très très jeune lorsque je me suis engagée, et je suis issue d'une famille de militants. Mon père était dans le PPA MTLD, et donc très très jeune, il nous racontait l'histoire de l'Algérie, la colonisation. On apprenait des chants patriotiques tout petits. Et je vais vous raconter une chose, c'est que lorsque je suis rentrée à l'école primaire pour la première fois, j'avais 6 ans. Oui. Bon, quand on rentrait en classe, la maîtresse nous disait de chanter une chanson. Et donc, au lieu de chanter la chanson qu'elle nous demandait de chanter, moi je chantais Fida oul Jazair, mais à voix basse. Et lorsque la classe terminait la chanson, moi je m'asseyais et puis je regardais la maîtresse d'école, et je me disais en moi-même, j'ai chanté un chant patriotique, mais tu ne m'as pas entendu. Oui. Alors je tiens, cette photo, c'est celle de votre cher papa. Qu'est-ce que vous inspire cette photo? Le regard, qu'est-ce qui vous inspire ce regard-là, ce monsieur-là? Qu'est-ce que vous retenez de votre cher papa? Si on avait à vous poser une seule question, qu'est-ce que vous évoque cette photo? C'est un homme qui s'engageait en tout. D'ailleurs, dernièrement, ils ont retrouvé des dossiers, des documents, et c'est quelqu'un qui me les a ramenés. Il s'occupait des scouts musulmans algériens. Il les aidait parce que, bien sûr, tout le monde aidait, il faisait ce qu'il pouvait pour les aider. Et c'était un homme très, très engagé. Alors, très engagé, bien sûr. Il était d'abord très droit. On vivait à la maison comme des soldats. Donc famille nationaliste, patriote, et bien sûr qui insufflait à ses enfants ce patriotisme et cet amour de la patrie et de l'Algérie. Comme on habitait un petit peu légèrement sur les hauteurs de Bollorine, de Moulins-Bollorine. Petite, je voyais toujours qu'il y avait du monde. Il y avait toujours du monde à la maison. Et il y avait aussi beaucoup de fêtes à la maison. Et des fêtes que je ne comprenais pas avec mes oncles. Et en fait, plus tard, je lui ai posé la question, et c'était les militants qui venaient, c'était des fêtes qu'il organisait, le halwa, du couscous. C'est-à-dire on simulait des fêtes pour en réalité parler de la révolution et tisser des liens et coordonner la révolution de novembre 1954. C'est incroyable. J'ai envie de faire cette émission, bien évidemment, avec Maître Fatem Zahra Boumbrahim, parce qu'elle est là en train de nous écouter. Vous avez employé un mot tout à l'heure avant de commencer l'émission. Vous avez dit, moi,
je parle avec le feeling, à bâton rompu. Oui. Et j'ai envie que ça soit comme ça. C'est-à-dire, j'offre la parole à Maître Fatem Zahra Bembaraham. Si elle a envie d'intervenir ou de vous poser une question, elle peut le faire à n'importe quel moment, parce que c'est un moment, encore une fois, important, et on va prendre le temps. Peut-être cette photo, c'est la photo d'une très très belle demoiselle. Bien sûr, nos caméras prennent cette photo, on la regarde. C'est qui cette femme? C'est moi. Et justement, qu'est-ce que vous dites quand vous vous regardez comme ça, jeune? Qu'est-ce que vous voyez dans les yeux de cette jeune demoiselle, madame? Un avenir radieux pour l'Algérie, parce que cette photo, on l'a prise à Pau, à la prison de Pau, quand les pourparlers d'Évian avaient bien avancé. Donc on était contents, ils nous ont demandé si on voulait prendre des photos. Oui. On a dit oui. Magnifique. Il faut dire que une Algérienne comme vous qui a, je peux le dire, hein, le mot je peux le peser et je peux le dire, qui a bouleversé l'histoire du monde. Parce qu'il faut dire que, à l'instar bien sûr de Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, à qui vous avez inspiré ce magnifique ouvrage qui s'intitule Jamila Poupacha, c'est votre nom, c'est votre parcours. Il y a des illustrations tout à l'heure avec Maître Fatem Zahra Bembaraham. On va montrer beaucoup de choses. Il y a Pablo Picasso, le grand peintre mondial qui a peint ce joli portrait de vous pour marquer et pour immortaliser cette trajectoire encore une fois exceptionnelle. J'ai envie de montrer à nos téléspectateurs encore une fois cette belle et jolie prise quand justement il y a eu un dénouement et vous étiez contente bien sûr de ce dénouement positif que l'Algérie allait attendre et le peuple algérien allait attendre, celui de l'indépendance et de la liberté. Et puis il y a la photo de ce qu'on appelle voilà, la justice, cette justice infernale, cette machine infernale. J'ai envie justement de faire parler Maître Fatem Zahra Bembaraham. On fait cette émission depuis pratiquement 5-6 mois, Maître Fatem Zahra Bembaraham, et on a parlé de ce numéro dédié à Jamila Poupacha. Et on a tellement voulu arriver à ce rendez-vous-là parce que vous me dites c'est clair, parce que Madame Poupacha, quand même, elle est âgée, il y a eu des circonstances, et maintenant les circonstances nous ont été favorables, et elle est là avec nous dans cette émission. Vous avez tenu, vous me dites, Amir, je ne veux que cette émission avec elle parce que ça va être un vrai moment de télévision. Qu'est-ce qui vous a motivé? Eh bien, merci de m'avoir posé cette question. Tout d'abord, je remercie ma grande sœur Jamila, qui est mon idole, évidemment. C'est mon modèle de vie, mon modèle de courage, mon modèle de résilience et également une voix. C'est une voix en Algérie. Pourquoi je suis omnibulée par Jamila Poupacha, et je tenais absolument à être un jour en face d'elle, comme aujourd'hui, dans cette émission. D'abord, j'ai connu Jamila, je n'avais que 7 ans. Et je peux vous dire que la première fois que je l'ai vue, j'étais ahurie par sa beauté. C'était de très grands yeux noirs, avec une chevelure très importante, très longue, qui venait cadrer ce visage angélique. Ce visage qui avait tant subi, ce visage qui avait bouleversé le monde, et pourtant qui avait une certaine sympathie, une certaine tranquillité. Elle était sereine. Le deuxième point, c'est que son mari, Omar Kali, Allah yarhamou Ali, que je considérais comme mon grand frère, parce que bien plus tard, j'ai appris qu'il n'était pas mon frère. Nous vivions dans une maison, dans un espace assez grand, où vivaient ses beaux-parents
et mes grands-parents. Donc j'ai été élevée dans ce milieu nationaliste, mon père étant disparu de la bataille d'Alger, ma mère, ma tante, ma grand-mère et tout le reste, toutes les femmes ont travaillé pour ce pays, mais ma mère me disait, oui c'est vrai qu'on a donné notre part à cette révolution, mais pas assez comme l'a fait Djamila. Omar était magnifique, c'était un homme très grand, très beau, très blond, avec des yeux très bleus, et on le prenait toujours pour un Français. Et c'était un très grand maquisard et ami de son frère. Donc, il y a un lien sentimental qui me lie à Djamila. Mais ce n'est pas tout. Oui. Parce que le second lien, je l'ai connu bien plus tard, lorsque je suis devenue avocate et que j'ai commencé à m'intéresser à la défense du FLN, à la défense de nos patriotes. Et là, j'ai appris l'existence d'une certaine Gisèle Halimi que nous devons saluer. Elle est morte, mais elle nous a laissé des souvenirs extraordinaires. Et Djamila Boubacha. C'est cette rencontre fusionnelle qui a fait qu'aujourd'hui, Djamila que vous voyez aujourd'hui, quand je dis c'est une icône et une héroïne, je n'ai pas tort. Parce que la femme que vous venez de voir, qui est juste là en face de vous, a été la seule femme dans le monde qui a pu déposer une plainte contre le garde des Sceaux, M. Mesmer, ministre de la Justice française, et le général Elré qui s'occupait des forces armées en Algérie pour torture. Donc si aujourd'hui nous parlons de la torture, si aujourd'hui il y a des séminaires, des conférences, des écrits, des chercheurs, etc., qui parlent de la torture en Algérie, c'est grâce à elle. Parce que la torture était pratiquée et non reconnue en Algérie. Et c'est elle, avec son avocate, qui a eu le courage de déposer une plainte en 1960, plainte qui n'a pas été traitée jusqu'à ce jour. Donc, la victimologie en matière de torture en Algérie, elle en est la maîtresse. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs fibres qui me retiennent à Djamila. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que toute notre jeunesse, nos femmes, nos hommes, nos enfants, puissent savoir et connaître ce qu'étaient les femmes algériennes de l'époque. Elle était très jeune, elle n'avait que 22 ans. Et elle avait un appareil judiciaire énorme qui l'oppressait, et elle avait un appareil militaire très fort qui la compressait. Et malgré ça, elle a lutté et elle a réussi à donner un nom à la torture. Oui. C'est très intéressant ce que vient de dire Maître Fatem Zahra Benbrahim, parce que quand on a une jeune fille de 22 ans qui est prise dans cette machine, encore une fois, infernale, judiciaire, militaire, policière, parce que vous nous dites que dans le droit, parce que je parle sous le contrôle de Maître Fatem Zahra Benbrahim, il n'y a que le juge d'instruction qui a le droit de vous interroger sur ce qui s'est passé. Mais sauf que vous avez eu droit à autre chose, c'est-à-dire non seulement le juge d'instruction, mais des militaires qui venaient vous interroger avec leur méthode, encore une fois, sauvage et barbare. Mais d'où vous avez justement eu et ramené toute cette pugnacité, ce courage pour faire face, encore une fois, à ce système colonial qui assassinait les personnes, qui torturait. La torture est devenue systémique en Algérie. C'était comme une machine qu'on faisait marcher en Algérie. Écoutez, mon père, tous les soirs, il nous racontait l'histoire de l'Algérie. Et très jeune, mes parents m'ont inscrite dans une école d'arabe, comme on dit. Tous les jeudis et tous les dimanches, on allait chez Seyidati Khadra Boufedji, qui avait une école à Boulorine. Donc sa sœur était à la Casbah, et elle, c'était... donc, en dehors de ce que nous apprenions, elle nous racontait.
Et pendant les fêtes, le Moulid al-Nabawi, Ashura ou le Muharram, elle faisait des petites fêtes. La bourgeoisie de Saint-Eugène lui prêtait ces grands jardins, ces grands espaces où elle invitait les parents et les élèves et elle essayait de leur expliquer ce qu'était l'histoire de l'Algérie, mais en douce. Parce qu'elle était tout le temps surveillée, l'école était souvent fermée pendant des semaines, donc on ne pouvait pas aller tout le temps. Elle était interrogée, ce qui fait qu'elle nous a appris beaucoup de choses aussi. Donc mes parents d'un côté, notre enseignante de l'autre côté, donc ça, on ne pouvait pas ne pas comprendre ce qui se passait en Algérie, qu'on était chez nous, mais qu'on était en fait des esclaves chez nous. Ça, il y a des personnes qui ne peuvent pas l'accepter. Personnellement, je ne pouvais pas accepter que quelqu'un me commande alors que j'étais chez moi. Oui. Ça m'était rentré dans la tête et c'était impossible pour moi. Impossible. D'ailleurs, lorsque j'étais dans le centre d'El Biar, un lieutenant m'a tiré de ma cellule, il m'a emmené dans une autre cellule et il m'a dit, voilà, assieds-toi. Bon, sur un lit de camp, je me suis assise et puis il s'est mis à genoux devant moi. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il s'était mis à genoux. Habituellement, c'est des tortionnaires, c'était à coup de matraque, à coup de... Et il m'a dit pourquoi, comme ça à genoux, il me disait pourquoi. Je lui ai dit, je n'ai pas compris. Il m'a dit pourquoi, vous qui êtes si jeune, vous savez lire et écrire, etc. Pourquoi vous êtes allé avec les félagas? Alors là, j'ai commencé à... Alors je lui ai dit, vous voulez que je vous dise la vérité? Il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, voilà et voilà. Partez de chez nous et la guerre s'arrêtera. Mais comment, ce sont des bandits? Non, ce ne sont pas des bandits. Vous êtes chez nous. Je lui ai dit, vous êtes chez nous. Alors je lui ai dit, écoutez, si vous me relâchez aujourd'hui, je recommence demain. Et entre-temps, il y a un harki qui est rentré dans la petite cellule. C'était un petit bureau, en fait, il y avait un bureau. Et il lui a demandé quelque chose. Il lui a dit, lieutenant, est-ce que je peux prendre, je ne sais pas quoi, un crayon, je ne sais pas. Et le lieutenant lui a dit oui, mais ça revient tout de suite. Bon, il est resté toujours à genoux, en train de discuter avec moi, et je lui ai dit non, partez, et puis ça s'arrêtera. Pourquoi est-ce que vous êtes venu chez nous? Les Algériens vous ont aidé à chasser les nazis, et maintenant c'est vous qui êtes en train de... Bon, on a commencé, et voilà que le harki, moi j'ai remarqué que c'était un harki. Alors, je lui ai dit, lieutenant, est-ce que je peux vous poser une question? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que vous préférez quelqu'un comme moi, qui suis contre vous, et je serai toujours contre vous jusqu'à ce que vous partiez de chez nous, ou ce harki qui vient de rentrer? Il a baissé la tête. Alors je lui ai dit, vous avez promis d'être franc avec moi comme je l'ai été avec vous. Alors il m'a dit, je préfère quelqu'un comme vous, parce que ces gens-là, on les utilise, ensuite on les rejette. Je lui ai dit, vous voulez que je sois comme lui? Mais jamais de la vie, je préférerais mourir. C'est inné, c'est inné chez les personnes. Je vous dis, le nationalisme, je crois que ma mère nous l'a donné dans le biberon, comme on dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens qui aiment leur pays au-dessus de tout. Et c'est très émouvant et très beau ce que vous venez de dire, peut-être parce que Maître Fatem Zahra Benbrahim elle a évoqué un chapitre qui est très douloureux. Il y a de la pudeur et il y a du respect, bien évidemment, parce que vous êtes notre mère à nous tous. Donc on a parlé de la torture, on a parlé du viol, on a parlé de ces méthodes sauvages et barbares. Donc aujourd'hui, on a envie d'insuffler l'espérance et l'espoir et tout ce qui est beau et ce parcours qui est inspirant. Mais justement, comment vous avez pu réussir à cette solitude pendant l'arrestation? C'est-à-dire cette solitude, et tout à l'heure, parce que c'est important, parce que
on vous a empêché d'avoir votre avocate, de voir votre avocate déjà, c'est-à-dire Gisèle n'arrivait pas à venir, à vous rencontrer, on voulait vous forcer à avoir des avocats d'office alors que vous aviez refusé à l'époque. Comment vous avez vécu justement ce moment de solitude là où vous étiez face à vos bourreaux? C'est des gens qui vous torturaient, qui vous frappaient alors que vous n'étiez qu'une jeune fille, encore une fois, fragile de 22 ans. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit je vais y laisser ma vie? On était engagés pour vivre ou pour mourir. C'était ça. C'était ça. Et puis, ce qui était grave lorsque j'étais à Barberousse, c'est que les militaires, la garde mobile venait m'interroger à Barberousse alors que c'était grave. Ils n'avaient pas le droit de le faire. Il n'y avait que le juge d'instruction qui était habilité à me questionner au tribunal. Et là, il venait à Barberousse, justement, et il m'interrogeait. Ils m'ont envoyé 4 ou 5 médecins pour m'ausculter, parce que la première fois, lorsqu'on m'a emmené chez le juge d'instruction, les tortionnaires m'ont dit « Si tu parles, on te ramène à El Biar ». Parce que je suis allée et à El Biar, on m'a emmené à El Biar et à Usende. Donc j'étais à El Biar à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de tentatives de lavage de cerveau. Chez le commandant d'Alger Sahel de Ben Aknoun, par exemple, on m'a amené un matin et puis il m'a dit vous êtes jeune et on a décidé de vous relâcher, comme ça vous pourrez travailler et ne pas... alors je lui ai dit mais à quelles conditions? Il m'a dit aucune. Il était là en face de moi dans son grand bureau et je lui ai dit mais aucune condition. Il m'a dit non, vous pouvez partir, on va vous relâcher. Alors que, comme on dit en arabe, je me suis levée, je lui ai dit alors au revoir mon commandant, j'ai commencé à marcher et je savais ce qui allait arriver. Il m'a dit attendez, je lui ai dit écoutez, je retourne à ma cellule, je sais ce que vous allez me dire. Il y a eu beaucoup de tentatives comme ça. Et donc, bon, on avait la foi. C'est ça qui nous donnait du courage. Oui. Et c'est... Vous étiez convaincu, et surtout quand, encore une fois, c'est une cause noble, celle de la libération du pays, il y a du courage et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se forme en l'être humain, c'est-à-dire on a une autre puissance qui vient, c'est cette puissance justement de la justesse de la cause, mais j'ai envie avec bien sûr Maître Fatem Zahra Boubrahim rappeler l'affaire et parler de l'action judiciaire pour que les téléspectateurs comprennent ce que la jeune à l'époque, cet enfant qui était la Moudjahida, la grande Moudjahida Djamila Boubacha avait subi. Eh bien oui, le cas de Djamila Boubacha est extrêmement important sur le plan judiciaire et il mérite toute l'attention. Oui. D'abord, Djamila a été arrêtée et conduite à El Biar où elle a séjourné quelques jours. Mais comme c'était une forte tête qui ne voulait pas avouer, qui ne voulait pas reconnaître, qui était toujours téméraire et très sûre d'elle, alors ils lui ont demandé de faire très attention parce qu'elle risquait d'aller au second degré. Et c'est quoi le second degré? C'est justement la caserne du Sendé. C'est là où les plus grosses tortures se faisaient par des tortionnaires, c'est-à-dire des militaires sans vergogne, des ivrognes invétérés, des gens sans cœur. Et là, elle subit une série de tortures. Donc, elle est passée par les coups de pied dans les côtes. D'ailleurs, elle avait une côte cassée quand elle s'est retrouvée face à son juge d'instruction, par les brûlures, par mégots de cigarettes, sur tout son corps, par la baignoire également. Donc, on l'immergeait dans la baignoire, vous savez ce que c'est, par l'électricité, par ce qu'on appelle la gégène. Donc, elle a servi de cendrier, mais il y a eu un autre fait, c'est l'usage de la bouteille. Ces ivrognes ont utilisé une bouteille de bière et ils l'ont enfoncée dans son ventre. Et ça,
c'est la caractéristique la plus importante et c'est le plus haut degré de torture qu'un être humain puisse faire, ou du moins un animal, parce que je ne les appelle pas des êtres humains. Mais je dirais une chose. Je vous le plus grand respect. Je voue le plus grand respect à cette dame, parce qu'il n'y a pas eu de viol. Elle n'a pas été souillée par un militaire. Ils ont fait usage d'un instrument solide pour atteindre sa dignité, mais ils n'ont pas pu. Aucun d'entre eux n'a pu l'approcher sexuellement. Donc c'est une bouteille qui lui a fait du mal et non pas ces gens-là. Et c'est pour ça que je dis que cette femme est la Vierge d'Algérie. C'est la grande Vierge d'Algérie. C'est pour ça que je dis c'est une icône. Ouais. C'est pour ça que je dis souffrir dans son intimité, c'est plus que tout. Mais en sortir avec un courage extraordinaire et porter plainte pour ce genre de choses, il faut être algérienne et il faut être Djamila Boubacha. Oui. Ça n'est pas donné je vois qu'il y a tout le beaucoup monde. D'émotions. Oui, il y a de l'émotion. Mais cette émotion est nécessaire, Amir. Oui. Il faut que les gens sachent que cette femme est la Vierge d'Algérie et la Vierge de la France. Et je dirais la Vierge du monde. Son honneur et sa dignité ont été totalement garantis. Oui. Et ça, c'est très important. C'est une défaite pour la France, mais c'est une victoire pour cette femme. C'est une très grande victoire pour la femme algérienne. Alors, après cela, il faut savoir... Une seconde, j'ai juste envie de vous dire, au nom de tout le personnel de la télévision et celles et ceux qui nous regardent, et j'imagine que les téléspectateurs vous regardent et nous entendent, qu'on est fiers de vous avoir, c'est-à-dire parmi nous. Parce que dans quelques jours, on va célébrer le 5 juillet, c'est le 63e anniversaire de notre indépendance. Et vous êtes encore parmi nous. Et vous nous inspirez. Et j'imagine qu'à chaque fois que vous sortez dehors, quand vous voyez des jeunes Algériennes et Algériens épanouis, partant à l'université, allant travailler, des jeunes qui conduisent, des jeunes qui pilotent des avions, des officiers, femmes algériennes qui sont au sein de notre armée, qui défendent le pays, tout ça, c'est l'incarnation de votre combat. Donc je vois ces larmes dans votre visage, sur vos yeux. Et on se nourrit de ces larmes, Amir. Voilà. On se nourrit de ces larmes. Comme à l'accoutumée. On se nourrit de ces larmes, il ne faut jamais l'oublier. Et toute une caserne, il y avait 9 militaires autour d'elle. Et l'aura qu'elle avait, la bravoure qu'elle avait, le courage, n'est-ce pas, ne leur a pas permis de l'approcher. Approcher par un instrument, peu importe. Ça aurait pu être un couteau, un tournevis, n'importe quoi. Mais elle n'a jamais été souillée par un roumi. Et c'est ça qui est important. C'est ça que nous devons retenir. Alors, entre la période, n'est-ce pas, d'El Billard et du Sindé, cette femme a subi 33 jours de souffrance. Nous en avons une simplement qui a souffert pendant 15 jours de souffrance. Evelyne Lavalette, je crois que c'est elle, n'est-ce pas? Oui, je crois que c'est elle. Elle est restée 15 jours dans les locaux de la police à subir les violences physiques. Mais elle est restée 33 jours. C'est vous dire l'importance de la chose et l'importance de la personne entre leurs mains. Et donc, après 33 jours, elle passe, c'est le juge Bérard. Ce juge Bérard était un juge d'instruction qui était le beau-frère du procureur général d'Alger, qui était lui-même apparenté à Salan, etc. Donc, évidemment, c'est un problème de famille. Il ne fait pas d'expertise, il ignore, c'est pas qu'il ignore, il va ignorer toutes les traces qu'il y avait sur son corps. Et il va transférer le dossier devant le juge du jugement, le président du tribunal criminel, qui est un militaire. Nous étions dans la phase des tribunaux des forces armées. Donc c'est que des militaires. Évidemment, ils ne vont pas discréditer leurs militaires. Alors là, il y a quelque chose d'important. C'est que Djamila Boubacha ne connaissait pas Gisèle Halimi. Son frère était au camp de Lodi. Il a réussi à toucher Maître Gisèle Halimi pour venir défendre Djamila.
Et elle est venue 2 ou 3 jours avant. Évidemment, la première des rencontres, Jamila lui explique, elle lui montre les cicatrices sur son corps, elle lui montre les traces de la gégène, elle lui montre les traces de la cigarette, elle voit la boursouflure de sa côte, et elle lui dit, c'est des coups de pied, des coups de patte au gaz que j'ai dû recevoir. C'est ça, hein? Non, c'était le capitaine Léger. Ah oui, celui-là, oh là là. Oui, le capitaine Léger, après Hussein-D, il est venu à El Biyar. Et bon, et puis le capitaine Damé, oui. Celui qui a sorti de sa cellule Boumendjel. Pour le jeter par la fenêtre, par le capitaine Damé. Oui, oui, oui. Il est venu me sortir de ma cellule et il m'a emmené dans le bureau du capitaine Léger. Il y avait beaucoup de militaires. Bon, il m'a fait rentrer, le capitaine Damé. Et le capitaine Léger était assis, comme ça. Ah, il a commencé à m'insulter, à me dire qu'on était des criminels, qu'on déposait des bombes, qu'on tuait des innocents, etc., etc. Bon, je n'ai rien dit, j'ai commencé à le regarder. Et puis après, il m'a dit, et si on te donnait maintenant une bombe, où est-ce que tu la mettrais? Il y avait au moins une dizaine de militaires dans le... Je lui ai dit, je la mettrai sous ton siège, comme ça je serai sûre de ne pas te louper. Ouais. Alors c'est là qu'il m'a massacré, la côte. Il a commencé à me piétiner. Et alors ce capitaine Léger, c'est lui qui a fait beaucoup de mal à Iguilaris. Mais les frères l'ont tué. Il a été tué par les frères, le capitaine Léger. Voilà. Ouais. Le retournement, le patron du retournement. Donc, pour revenir un petit peu, Jamila arrive, Gisèle Halimi arrive, Jamila lui expose et elle se dit, comme tout avocat, d'abord, tu n'es pas en état d'être jugé, le délai était trop long et il fallait à tout prix reculer la date du procès. Donc elle arrive, elle avait un ami qui était Maître Popi, qui a été tué également, n'est-ce pas? Elle lui explique et il lui raconte donc ce qui se passe en Algérie. Elle va devant le bâtonnier d'Alger, Maître Laquière. Elle lui demande de l'assister parce que ce sont des avocats qui viennent de Paris. Ils sont obligés d'avoir une autorisation pour 2-3 jours simplement pour plaider. Et après, ils sont expulsés. Donc elle lui demande, et essayez de m'assister, je vais demander le renvoi de cette affaire. Ma cliente est terriblement amochée. Évidemment, c'est un ultra. Au début, il dit, oh, mais enfin, vous, les avocats de Paris, vous venez ici pour nous embêter, pour défendre des terroristes. Elle lui dit, demain, notre audience est au tribunal criminel d'Alger, donc je vous attends. Et le lendemain, effectivement, il arrive en retard. Mais il appuie la demande de Maître Gisèle Halimi. Pourquoi Maître Halimi a demandé le renvoi de l'affaire? Parce que dans la situation, si Jamila avait été jugée, elle aurait été condamnée à une peine de mort sans aucun problème. Le président était préparé pour ça. Mais Gisèle Halimi voulait créer ce qu'on appelle un cas de litispendance en droit. C'est-à-dire qu'elle arrive et elle leur dit, écoutez, ma cliente a été torturée et tout aveu obtenu sous la torture, on ne peut pas construire un jugement sur cela. Deuxièmement, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de témoins, donc vous n'avez pas assez de moyens pour présenter cette affaire devant le tribunal et la juger. Évidemment, il y a eu un brouhaha terrible. Ce jour-là, Jamila avait demandé à Zahia Khalfallah de lui prêter un très joli tailleur bleu avec lequel elle s'est... Non, ça c'était là c'était en France. Là, c'était en France. Non, elles étaient déjà en France. Ah d'accord, donc il y a eu une confusion sur le fait. Parce que vous voyez pourquoi il est important de vous entendre, parce qu'il faut corriger tout cela. Oui. Alors je voudrais vous lire peut-être la plaidoirie de Maître Gisèle Halimi. Allez-y. Très jeune, elle fait face au président elle a été expulsée la veille de mon procès. Voilà, la première fois, elle a assisté à la première fois du renvoi. Elle a été tout le temps expulsée et dès son arrivée à Paris, elle a demandé à la commission de sauvegarde d'envoyer quelqu'un pour une enquête. Il y a Maître Gary qui a été assassiné par l'OAS aussi. Oui, Maître Gary. Qui vous a défendu.
Oui. Oui. Elle l'a laissé parce pour me rendre visite. Ouais, et il est- c'est-à-dire, on Ils était étaient dans ça. deux. Il y avait Maître Popi n'est Maître pas venu Gary. te voir en prison. Non, il n'est pas venu. Non, non. Oui, mais il a été tué quelques jours Oui. après. Mais Maître c'est Gary, Maître qui Gary. était un grand monsieur, Oui. c'est-à-dire ça s'appelle un correspondant chez nous. On laisse Oui. toujours quelqu'un. Allez-y, Alors madame. voilà. Djemila Boubacha risque la peine de mort. Coupée en deux dans la cour de Barberousse. Le dossier est incomplet. Le dossier d'instruction est vide. Il ne permet ni débat ni jugement. Par conséquent, je demande le renvoi du dossier pour complément d'information. Dans le cas contraire, je ne plaiderai pas pour ne pas cautionner un simulacre de justice. Depuis le début de la guerre d'Algérie, le pouvoir politique se dépose sur l'armée en lui confiant la justice civile pour des faits, pour absoudre les faits de torture. Pour assurer le bon déroulement de l'audience, j'ai demandé à Maître Laquière d'y assister. Il accepte et appuie ma demande de renvoi. La décision qui a été rendue le jour même, une audience ultérieure. C'est très important parce que dans la plaidoirie de Maître Gisèle Halimi, nous retenons certains points. D'abord, elle ne veut pas cautionner, n'est-ce pas, un simulacre de justice, c'est-à-dire une justice expéditive, et c'est ce qui se passait en Algérie. Le deuxième point, elle parle du pouvoir militaire qui a pris la place du pouvoir civil. Pourquoi ? C'est pour cacher les faits de torture. Donc nous avons deux éléments qui viennent de sortir de la plaidoirie de Maître Gisèle Halimi. Qu'est-ce que c'est que ce complément d'information ? Bien, Gisèle Halimi voit sa cliente, Djemila lui fait un rapport, elle lui explique tout, et elle fait une déposition, c'est-à-dire elle dépose une plainte. Elle dépose la plainte à Alger. Mais la plainte ne voit pas le jour. Nous sommes entre militaires, nous sommes entre complaisants de l'OAS, entre ultras. Pendant plusieurs mois, la plainte ne voit pas le jour. Et là, il y a tout un mouvement qui va se mettre en place en France par Simone de Beauvoir, n'est-ce pas, François Sagan, etc. Il y a deux écrits qui sont extrêmement importants. On va faire vite parce que l'histoire est très importante. Et alors, François Sagan, Simone de Beauvoir, qui a été informée par Gisèle Halimi, fait un article dans Le Monde. En France, l'article a paru à travers le monde, dans le monde entier. Sauf qu'ici, en Algérie, eh bien, il a été censuré. Mais chose extraordinaire que j'ai jamais compris, mais peut-être qu'un jour, Djemila va me le dire, c'est qu'elle avait réussi à avoir l'article du Monde et qu'elle l'avait eu. Et c'est le mystère. Ni Gisèle Halimi ni moi-même n'avons su comment elle a pu le recevoir. Par la suite, il y a eu François Sagan qui s'est intéressé donc à la question. Vous voyez, elle est devenue planétaire, cette question. Et donc, François Sagan a fait un autre article sur l'Express. Et c'est à partir de là que ces deux articles ont bouleversé le procès de Djemila Boubacha. Par la suite, il y a eu donc Jean-Paul Sartre, Germain Tillon et beaucoup d'intellectuels français qui se sont solidarisés avec le combat de Djemila Boubacha. Également, il y a eu les étudiants de médecine, n'est-ce pas, qui se sont également intéressés. Et la question de Djemila a permis la création du comité pour Djemila Boubacha. Et ce comité a rayonné à travers le monde et c'est Germain Tillon qui en était... non, c'était pas Germain Tillon. C'était Simone de Beauvoir qui en a été la présidente. Et c'était le vœu de Djemila de la rencontrer et de discuter avec elle. Mais elle était en détention et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Là, vous me permettez, je vais finir bientôt parce que c'est très important. Oui. Et là, cette plainte qui avait été déposée avait fait beaucoup de bruit. Entre-temps, il y a son avocate qui a écrit
qui a écrit une lettre et elle a publié chez De Gaulle, chez les ministres, partout. Voilà ce qu'elle dit. Ces faits sont d'une exceptionnelle gravité. Loin d'être isolés, ils sont la preuve de la pratique systématique de la torture préalable à toute information judiciaire. Des villas dites centres de tri et aménagées en locaux de torture fonctionnent sans la moindre clandestinité. Plus que jamais, l'armée torture en Algérie. Donc là aussi, c'est un coup très 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 sérieux et De Gaulle a répondu et il a dit « j'ai pris connaissance de cette situation ». Mais il n'a rien fait, bien qu'en 1960, il avait interdit toute forme de torture. À partir de là, les choses vont s'accélérer. Et le dossier de Djamila Boubacha va être transféré en France. Nous sommes à la fracture du système judiciaire militaire et du système judiciaire civil. Et ce dossier va être transféré en France. Il va être chez un juge d'instruction à Caen. Je m'arrête pour vous laisser continuer et je reviendrai à la deuxième partie qui est extrêmement importante pour le procès de Djamila. Rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Je vous donne 1 minute parce que j'ai envie de laisser parler la Moudjahida. Arrivé devant le tribunal de Caen, un juge d'instruction a été nommé. Et je viens d'apprendre que ce juge d'instruction n'était rien d'autre que le neveu de De Gaulle. Donc c'était un juge d'instruction très strict, très correct. Il interroge Djamila sur plusieurs faits et pour savoir si elle mentait ou elle disait la vérité, quand elle lui a dit « on m'a torturé à l'électricité », il a sorti la gégène. Et il lui a dit « vous reconnaissez cet instrument ?» Et Djamila a un haut le corps, elle a peur. Et donc il lui a dit « pouvez-vous me montrer comment on l'utilise ?» Il a appelé son greffier et lui a dit « vous voulez servir de modèle ?» Et Djamila lui a montré comment on installait les fils et comment on les accrochait avec du scotch. Mais elle a ajouté quelque chose d'important. Elle disait que les militaires qui avaient pris donc leur bière crachaient sur son corps pour que les électrodes donne plus d'efficacité sur le corps. Donc c'était la première des choses qui était en sa faveur. Il avait cru. Le deuxième point, il avait voulu faire revenir les tortionnaires ça a mis beaucoup de temps, mais en fin de compte, ils ont envoyé quelques photos, et là, il lui a demandé de reconnaître les photos. Elles étaient floues. Voilà. Comme il était intelligent, très intelligent, il a introduit dans les photos une photo. Voilà. La personne qu'elle avait vue. Je montrais comment on nous attachait. Voilà. Les photos, elles étaient floues. Oui, elles étaient floues, bien sûr. Les photos, elles étaient floues. Elles étaient floues, les photos. Oui, mais elle les a reconnues. Elle en a reconnu 3, et le 4e, il lui a dit celui-là, elle dit non, celui-là, je l'ai vu, mais je l'ai vu en France. Il ne m'a pas torturé. Je lui ai dit, je ne sais pas où je l'ai vu. Voilà. En fin de compte, c'était quelqu'un qui était dans les alentours du juge d'instruction. Et le juge d'instruction a crié de joie. Il a dit la mémoire de cette femme est intacte, donc elle dit vrai. Et nous venons de tenir la preuve que cette femme a été torturée. À la suite de cela, et je finirai, parce que c'est le nec plus ultra, l'avocate va déposer une plainte, n'est-ce pas, contre le ministre garde des Sceaux et le général Elré qui était responsable de l'armée. Alors cette plainte est toujours en vigueur. Nous sommes dans 2 cas de figure. La première où elle était accusée, n'est-ce pas? Les accords d'Évian ont arrêté toutes les poursuites et ont effacé l'incrimination, c'est-à-dire l'article de poursuite, c'est-à-dire l'infraction qui touche à la sûreté de l'État. Oui. Mais n'oublions pas, peuple algérien, peuple français, je reviens vers ces 2 peuples, je parle au peuple, parce que les dirigeants connaissaient le crime qu'ils avaient fait. Djamila a déposé plainte, donc c'est une victime. Question, est-ce que l'amnistie de De Gaulle joue pour elle ou pas? Eh bien non, parce qu'elle est victime. Pour arrêter cette plainte, il aurait fallu qu'elle-même se désiste de la plainte. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas de réponse sur cette plainte. Donc sur le plan de la victimologie, Djamila est en droit aujourd'hui et demain à réclamer ses droits à la France coloniale de l'époque et à la France d'aujourd'hui, parce que vous voyez ce qui s'est passé après ça, après tous les combats de cette
de cette icône, de cette femme extraordinaire, il y a eu ces documents pour la reconnaissance des responsabilités de l'État dans le recours à la torture lors de la guerre d'Algérie et le début de la notion de crime d'État qui n'est pas encore reconnu aujourd'hui, mais qui sera reconnu. Merci beaucoup, Maître Fatem Zahra Benbrahim, pour toutes ces précisions. En avril 62, vous sortez de ce cauchemar et c'est cette photo que j'ai envie de vous montrer parce que on y voit ce bonheur de retrouver votre cher papa. Il y a votre sœur aussi à côté de vous. On a envie de vous écouter avant de finir cette émission. On célèbre le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution et comme je le disais tout à l'heure, c'est dans quelques jours, le 5 juillet. Quel est le message que vous adressez justement, que vous pouvez adresser à la jeunesse algérienne, à la jeunesse du monde entier? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des pays sous le colonialisme. On pense à nos frères en Palestine, à Gaza. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Tout d'abord, je rends hommage à toutes les femmes algériennes et toutes les femmes du monde qui combattent pour leurs droits et pour leur indépendance, dont le peuple palestinien et sahraoui. Et je leur dirais que l'Algérie a beaucoup souffert avant d'être indépendante, beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Et je demande et je rends hommage également à tous les étrangers français, européens qui nous ont aidés. Il y a des personnes qui sont venues de très très loin pour aider l'Algérie dans son combat. Et je leur rends hommage à tous. Et je dirais à notre jeunesse, voyez ce qui se passe aujourd'hui. Préservez l'Algérie. Travaillez. Et que votre pays soit le plus beau et le plus fort du monde. Parce que personne ne vous donnerait une Algérie comme la nôtre. Beaucoup de jeunes ont souffert. Beya Hussein, 16 ans, elle a été condamnée à mort. Une adolescente. Johar Rakour a 17 ans. Zahia Khalfallah avec son mari condamné à mort. Et j'en passe. Jamil Abou Azza, Abou Hired et Jacqueline Guerrouj qui a été condamnée par les nazis et ensuite elle a eu la vie sauve et qui a participé à la révolution algérienne et qui a été également condamnée à mort par les Français. Péchard. Oui. Tout le monde, toutes les femmes qui ont souffert, qui sont mortes au maquis, françaises ou algériennes. Donc l'Algérie n'est pas venue comme ça. Il a fallu souffrir et combattre l'ennemi pour pouvoir être indépendant et libérer le pays. Vive l'Algérie. Vive l'Algérie, gloire à nos martyrs. Gloire à nos martyrs. Un cadeau pour vous de la part de Maître Fatem Zahra Benbrahim. C'est un joli cadre. Je ne sais pas si le souvenir vous revient parce que ça fait pas longtemps. Donc là où vous avez justement rencontré ces avocats aujourd'hui. Colloque sur les robes noires et la révolution algérienne des plaidoiries toujours d'actualité. Ça s'est passé en juin, le 18 juin 2025, tout récemment. Et ce cadre-là vous a été offert par Maître Fatem Zahra Benbrahim. Donc vous pouvez, c'est très bon. On vous voit bien sûr avec ces avocats de l'Algérie indépendante. Et voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, mais vraiment merci d'avoir accepté l'invitation de notre émission. Merci à vous, Maître Fatem Zahra Benbrahim, pour ces efforts. Merci pour ce travail que vous faites pour justement la transmission et l'enseignement surtout de notre histoire, car l'histoire elle est importante pour l'avenir. Ça va nous inspirer et surtout nous donner cette conscience de notre identité comme bien elle est très importante et de grande valeur pour nous. Il y a beaucoup d'émotions. Je vous avoue que cette émission, je l'ai faite pas comme à l'accoutumée, bien évidemment, parce qu'en ayant une grande moudjahida comme vous, Jamila Poupacha, on est juste à l'écoute et voilà, et on vous souhaite longue vie. J'espère que nous aurons l'occasion de vous recevoir encore une fois, parce qu'encore une fois, comme disait Maître Fatem Zahra Benbrahim, l'histoire
nécessite du temps. Et il faut donner le temps à la télévision algérienne pour ces belles histoires. Sur Canal Algérie, chaque vendredi soir, on a installé une habitude, hein, c'est le cinéma juste après l'émission. C'est le cinéma révolutionnaire, le cinéma engagé qui parle justement cinéma qui parle de la révolution de novembre 54. Et ce soir, nous vous proposons une jolie pièce théâtrale qui s'intitule Les enfants de la Kasbah. Ah oui, c'est très joli. Et ça a été réalisé par Hadj Rahim. On a Agoumi, Sidi Ali Kouiret, Lorari Arslan, Mohamed Kishroud, donc plein de grandes figures du théâtre et du cinéma algérien. Et je vais vous faire une confidence, mesdames. Peut-être que vous ne le savez pas. Non. Eh bien, la pièce théâtrale, elle a été enregistrée et tournée ici au 21 boulevard des Martyrs. Et vous savez où? Ben, dans ce studio 1. Voilà, c'était ce studio 1 c'est là où Hadj Rahim avait enregistré cette pièce théâtrale avec ce décor de la Kasbah. Et voilà, j'invite les téléspectateurs à suivre cette grande pièce. Encore une fois, quant à moi et Maître Fatem Zahra Boumaram, on se retrouve vendredi prochain, j'espère, avec l'équipe de l'émission Le Déshonneur. Madame, merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Portez-vous bien et à comme ça. Au revoir. Merci, à la semaine prochaine. Merci.